Sauf que là, on dirait qu'on l'apprend à travers la société. C'est quoi les nuances de la science? C'est plus juste une vérité ou un fait absolu. Aujourd'hui, à Vérité ou Pandémie, l'acteur Alex Godbout s'entretient avec le professeur Frédéric Philippe qui s'intéresse, entre autres, au processus émotionnel et motivationnel impliqué dans l'adhésion aux idées conspirationnistes. Qu'est-ce qui explique l'attrait magnétique des théories du complot? Ça peut en dire beaucoup sur nous en tant qu'individus, mais peut-être même plus sur nous en tant que société. Alors bonjour tout le monde, ici Alex Godbout, votre hôte du jour pour le podcast de Vérité ou Pandémie. Dans la dernière année, en plus de se battre contre la COVID-19, la santé publique s'est battue contre un phénomène tenace, la désinformation. On pense à certaines théories du complot qui sont les plus populaires, comme par exemple que la COVID-19 se transmettrait via les tours 5G ou encore qu'elle a été toute pensée par Bill Gates pour faufiler dans des puces dans les vaccins ou encore qui n'existeraient tout simplement pas. Je me demande pourquoi ces théories sont si tenaces, comment est-ce qu'on fait pour croire ou adhérer à des rhétoriques qui sont conspirationnistes et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer la désinformation. Pour répondre à ces questions, aujourd'hui, on a notre invité, le docteur Frédéric Philippe, professeur de psychologie et directeur du laboratoire de recherche sur les émotions et les représentations à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour Frédéric. Salut Alex. Alors, premièrement, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'une personne peut être séduite ou adhérée par une rhétorique qui pourrait être dite conspirationniste? Bien, écoute, on n'a pas créé la pandémie. Puis, on n'a pas non plus créé le conspirationnisme qui est arrivé pendant la pandémie. Ouais. Tu sais, c'est des choses qui existaient déjà avant la pandémie chez des individus qui ont été exacerbées par la situation de crise sanitaire qu'on a eue. Donc, c'est déjà des caractéristiques que les gens avaient au sens où souvent, on va retrouver dans ces groupes-là ou des gens qui vont suivre plus les théories conspirationnistes, on va retrouver des gens qui avaient déjà une vulnérabilité préalable. Mm-hmm. Donc, des fois, souvent, ça va tourner autour d'un sentiment de pas faire partie de la norme du groupe, de ne pas être central par rapport à ça, de ne pas retrouver son identité dans l'identité plus commune de la société. Alors, tranquillement, ces gens-là recherchent cette identité-là parce que ça se stabilise comme individu. Puis si tu n'as pas d'identité stable, bien dur de fonctionner, tu sais. Mm-hmm. Alors, ils recherchent ça, puis tranquillement, ils sont amenés à trouver dans ces groupes-là quelque chose qui vient les stabiliser, leur donner une identité, un lien avec d'autres, avec qui ils voient des affinités, des croyances similaires. Mm-hmm. Puis ça vient stabiliser un petit peu cette vulnérabilité-là. Ça ne veut pas dire que c'est super adaptatif de faire ça, mais souvent dans leur cas, dans leur position, vaut mieux ça que d'autres choses. Ouais. Puis est-ce que il n'y a pas quelque chose de rassurant aussi dans le fait de trouver un groupe qui pense exactement comme nous puis qui peut mettre en évidence qu'on est les fiers porte-étendards de la vérité, tu sais? Oui, tout à fait. Bien, c'est le même, ce qu'on voit avec la conspiration, c'est les mêmes processus que pour des groupes terroristes, par exemple, ou des sectes. C'est la même idée, c'est qu'à un moment donné, tu retrouves des individus qui te ressemblent puis qui créent un lien avec toi. Tu vas partager des choses puis ils vont connecter avec toi peut-être comme ça t'est jamais arrivé dans ta vie même. Alors, ils t'amènent quelque chose de vraiment spécial. Ils vont réussir à subvenir à tes besoins psychologiques, parfois comme personne d'autre l'a déjà fait. Alors, c'est super attirant, c'est super séducteur, séduisant, tu sais, comme approche, tu sais. Ouais. Puis, évidemment, c'est pas... Des fois, on va dire, il y a des gourous là, à la tête de ces groupes-là, puis il y en a tout le temps. Mais il y a beaucoup de gens qui embarquent là-dedans pour les mêmes raisons, puis entre eux, ils vont s'auto-séduire dans cette espèce de lien, de connexion à l'autre-là, mais sur des croyances un petit peu comme... qui sont hors de la norme commune. Mais c'est quand même quelque chose de spécial parce que, tu sais, on parle
de faits. Il y a des données qui sont rendues. Bon, c'est sûr qu'on peut toujours répondre à n'importe quelle statistique en disant qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais il y a quand même quelque chose de très émotif qui s'installe quand c'est une pandémie parce que ça attaque pas un secteur en particulier, mais tous les secteurs. Fait que dans ce bouleversement-là, nécessairement, ça foisonne de sentiments, d'émotions, de réactions. Et donc, avoir un sentiment d'appartenance ensuite envers un groupe peut facilement arriver à faire lever notre logique sur certains faits ou sur certaines données qui nous est présentées. Oui, tout à fait. Ça, on retrouve ça souvent dans ces groupes-là, justement, parce que pour quelqu'un d'extérieur, ça paraît assez incohérent des fois. Mm-hmm. Ça a une logique dans leur groupe, mais quand on juxtapose cette logique-là avec tous les autres faits qu'on connaît, plus dans la norme, bien évidemment, ça crée... il y a un conflit là, clair avec ça. Mm-hmm. Donc, souvent dans ces groupes-là, ce que tu vas voir, c'est que tu vas voir il faut qu'il y ait un rejet de cette norme-là, puis de tous les faits qui vont venir avec. Puis ce rejet-là peut se faire sans trop de logique là, et de rationalité. Ouais. Là. Ça vient de la norme, c'est pas bon, c'est pas vrai, puis on l'a vu avec Trump, comment c'est facile de rejeter des faits, oui. Tu sais. Alors, c'est un peu la même logique qui est utilisée là. On fait des amalgames. Ça vient du gouvernement, donc c'est fait pour tromper. Mais il y a beaucoup dans les... Tu sais, là, tu parles de Trump, puis ça me fait penser... tu sais, il y avait pour les fiers supporters de Trump, il y a beaucoup d'affection envers cet homme-là. Puis c'est vrai que peu importe nos principes ou nos morales, j'ai remarqué que, puis ça, c'est même moi... C'est une personne qu'on aime beaucoup, que ce soit un membre de la famille, d'un chum ou une blonde, n'importe quoi, qui fait quelque chose qu'on considère en dehors de nos valeurs ou nos morales, ben peu importe à quel point on tient à ces morales-là, c'est rapidement, on arrive à essayer de les contourner par des justifications pour pouvoir protéger ce qu'on aime. Puis dans ce cas-là, comme la conspiration, ça peut être pas juste l'idée de la conspiration, mais le groupe qui est affilié à la conspiration auquel on a développé un sentiment d'appartenance puis qu'on veut protéger. Oui, c'est ça. Il y a une identité à ce moment-là reliée au groupe qui vient se créer. Tu sais, on pourrait donner un exemple vraiment extrême, là, tu sais, juste pour comme essayer de vivre la situation de quelqu'un là, qui serait là-dedans. Imagine quelqu'un là, qui serait rejeté partout où il va. Il se sent tout le temps discriminé. Il sent que les autres le regardent comme s'il n'était pas intelligent ou comme s'il n'était pas intéressant. Tu sais, toute sa vie, c'est ce sentiment-là qu'il a, puis que son estime de lui-même par rapport à la collectivité est très, très faible. T'sais. Puis imagine qu'il tombe dans un groupe où est-ce que tout à coup, les gens le trouvent intelligent, trouvent que c'est incroyable qu'est-ce qu'il pense, puis qu'il fait partie du groupe, puis ils veulent l'avoir avec lui. Ce sentiment-là, il l'a peut-être jamais eu de sa vie. Alors là, tu es en train de dire, attends un peu, sois assez fort pour analyser de façon logique les faits qu'on te donne, puis potentiellement les rejeter, mais perdre aussi tout ce sentiment-là, ce sentiment de connexion à l'autre-là, cette estime-là qu'on t'a donnée, bien, il va falloir que tu jettes ça aussi par la fenêtre en même temps. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça. Tu vas nécessairement essayer de trouver une façon de conserver tes croyances et ton groupe en essayant de tourner, distorsionner la réalité pour que ça corresponde à quelque chose qui fait quand même un petit peu de sens dans ta tête. Puis est-ce que, au travers de ça, tu sais, comme tu dis, des personnes qui sont plus sujettes à tomber dans je ne veux pas dire dans le panneau parce que nécessairement, c'est pas toujours avec un intérêt fallacieux que les gens parlent des théories du complot. Là. C'est pas nécessairement que pour profiter des gens, mais ceux qui adhèrent à ces types de groupes-là ou à ces types d'informations-là, il y en a là-dedans qui sont plus vulnérables à ça, puis c'est des personnes qui ont été marginalisées ou incompris ou écrasées ou pas écoutées. Mais dans le fait, justement, de s'en aller dans ce groupe-là qui rejette une certaine réalité comme elle est donnée, comme on appelle dans les médias mainstream, est-ce que c'est pas aussi rassurant de se dire que probablement la réalité qu'ils ont vécue, qui était plus difficile, que ce soit les intimidations ou cette ostracisation-là, que ça aussi faisait partie d'une réalité qui n'était pas bonne? Donc, c'est comme invalider la raison pour laquelle ils se seraient fait marginaliser, ce qui leur redonnerait un sentiment de confiance par rapport à qui ils sont. Oui, tu veux dire que
Je suis pas sûr de suivre ta question, tu veux dire? Je veux dire que comme c'est que de rentrer dans une théorie qui dit en fait ou en somme que la réalité comme on la connaît aujourd'hui, qui est insatisfaisante pour certains, que ce soit peu importe par rapport à ce que tu vis, un licenciement au travail, un divorce, une rupture, quoi que ce soit, des pertes dans des liens familiaux ou d'amitié, que cette réalité-là, elle est pas bonne. C'est pas la vraie réalité. Il y a quelque chose qui est à la cause de ça, et probablement depuis longtemps. Fait que c'est facile après ça de venir donner un baume superficiel sur plein de blessures émotionnelles en se disant qu'avant, tout ce qui appartenait à cette réalité-là, bien, finalement, je me suis ouvert les yeux et c'était une réalité qui dépasse mon entendement, qui était contrôlée par quelqu'un d'autre. Fait que tu as maintenant un coupable, puis tu peux maintenant mettre un peu plus facilement de côté ce qui t'a blessé étant plus jeune. Tout à fait, puis tu retrouves un sentiment de contrôle par rapport à ça, justement. Puis il y a quelque chose de vrai un peu là-dedans. Tu sais, si tu as quelqu'un qui s'est fait intimider quand il était jeune, puis qui est resté toujours un peu pris avec ça, puis ça peut être très traumatisant, de l'intimidation, tu sais. Puis surtout si on n'a pas bien intervenu auprès de ce jeune-là. Tu sais, avant, on disait aux jeunes, laisse-le faire, ton intimidateur. Ignore-le. Ouais. Je veux dire, quelle merveilleuse intervention. Je veux dire, c'est absurde, tu sais. Fait qu'imagine plein de gens qui ont passé à travers ça, qui sont restés là-dedans, puis là, on parle juste d'intimidation, on pourrait parler de l'autre enjeux sociaux. Tu restes avec l'idée que t'es peut-être une mauvaise personne ou que les autres sont une mauvaise personne. Puis à un moment donné, tu essaies de protéger ton intégrité, puis tu vas te dire c'est les autres qui sont une mauvaise personne. Ouais. Mais à un moment donné, au lieu de dire j'ai vécu une situation X, puis telle personne c'était pas correct, puis telle personne n'est pas intervenue, tu sais, une élaboration fine d'un événement ou plus complexe. de plusieurs événements, tu vas rejeter tout. Tu sais, on dit des fois le bébé avec l'eau du bain, tu vas rejeter tout. Tu sais. C'est les autres qui sont pas bons, c'est cette norme-là qui sont pas bons. Fait qu'à un moment donné, c'est ton seul mécanisme de défense qui peut te rester pour préserver une partie d'intégrité de toi-même pour continuer à fonctionner. Puis tantôt, quand je disais ça serait pire s'il n'y avait pas ça, ben si t'as pas ça, c'est quoi? T'as plus d'intégrité. Là, tu tombes souvent dans ce qu'on va retrouver dépression, intention suicidaire, ainsi de suite. Fait que quelque part, c'est quelque chose qui peut permettre à la personne de rester en vie. Là. Ouais, même si c'est compensatoire, c'est toujours un petit peu quelque chose qui va pouvoir leur permettre de sortir la tête hors de l'eau si t'es vraiment pas bien avec la réalité comme elle est présentement ou ce qui se passe dans ta vie présentement. T'sais. Exact, c'est sûr qu'on va pas recommander ça. Non, intervention clinique. Ce n'est pas un médicament. Mais quand les gens n'ont pas de ressources, ils vont souvent s'appuyer là-dessus. Puis quand ils n'ont pas de ressources, ben, on pourrait ouvrir tout sur la question de la santé mentale au Québec. Ben, parlons-en. Quelles ressources on a. Mais... Ouais. Mais parlons-en justement un petit peu de ces événements-là qui peuvent nous former dans notre développement, laisser des marques ou des cicatrices qui peuvent, sans qu'on s'en rende compte réellement, à long terme, avoir des échos dans notre vie. J'ai lu un de vos ouvrages qui s'appelait « Au cœur de la mondialisation, la mémoire épisodique et autobiographique ». Et là-dedans, tu as soulevé une notion que je ne connaissais pas et que je trouve très intéressante, qui serait les besoins psychologiques fondamentaux ou de base. Pourrais-tu nous en parler un petit peu là-dessus? Oui, bien c'est au cœur de la mentalisation, mais mondialisation, j'aime ça pareil, ça marche aussi. Parce qu'il y a quelque chose, ça touche tout le monde, puis c'est intéressant que tu fasses peut-être ce lapsus-là, parce que les besoins psychologiques, on en a tous, c'est les mêmes, puis c'est universel. Donc, il y a quelque chose de mondial vraiment par rapport à ça. Merci d'avoir rattrapé ma bourde. Non, mais c'est parfait. C'est parfait. Mais... Puis c'est justement un des critères pour savoir si c'est un besoin psychologique, c'est qu'il ne faut pas que ce soit juste une gang de monde au Canada qui ont ce besoin-là. Non, c'est ça. Fait qu'il faut que ça soit partout dans le monde. Puis, on retrouve 3 besoins psychologiques. Il peut y en avoir d'autres, là, mais c'est souvent les 3 qu'on va identifier un peu partout. Puis surtout, un besoin, ça veut dire si tu... satisfait ce besoin-là, ça devrait aider ton bien-être psychologique. Puis si tu le satisfais pas, ben ça va l'endommager. Même titre que manger, c'est un besoin physiologique. Puis si tu manges, tu vas satisfaire ton corps, tu vas permettre de survivre. Puis si tu manges pas, ben il y a un gros problème à un moment donné qui va arriver. Tu sais. Fait qu'il y a 3 besoins psychologiques qu'on trouve, c'est le lien à l'autre, justement. Donc, qu'on appelle l'affiliation. Le sentiment de compétence. Donc, de sentir que tu es capable d'interagir avec l'environnement de façon efficace, de te réaliser, de faire des affaires dans la vie.
puis avec succès, de relever des défis. Puis l'autre, c'est l'autonomie, c'est ta capacité de sentir que tu es en contrôle dans ta vie, puis tu peux faire des choix. Puis c'est pas tout le temps quelqu'un ou un gouvernement pour t'obliger à faire des affaires. Ouais. On peut le voir comme ça aussi. T'sais. Donc, il y a moins de sentiment d'autonomie en pandémie. Oui, mais c'est ça. Ça doit être... C'est quand même un autre froissement, tu sais, quand même, pour des personnes qui peut-être en ont un trop-plein de ce contrôle-là, qui ressentent sur eux. Donc, des mesures sanitaires qui, oui, peuvent sembler, ou dans le discours mainstream, comme ils disent, être pour les autres, ça semble quand même être un autre moyen de contrôler la population. Puis eux autres qui se sentent parfois déjà trop régulés, trop contrôlés, ça peut être quelque chose d'un petit peu étouffant. Oui, tout à fait. Puis là, encore là, on perçoit une situation en fonction de d'autres événements de vie qu'on a déjà vécus. Mm-hmm. Fait qu'avant la pandémie, tu as déjà vécu des événements qui peuvent t'amener à percevoir ces mesures-là comme étant plus contraignantes que quelqu'un d'autre. Pour les mêmes mesures. Mm-hmm. Puis c'est un petit peu justement ça l'idée, c'est que dans nos événements de vie, on vit toutes sortes d'événements, justement, puis on enregistre, on encode à quel point nos besoins psychologiques ont été satisfaits ou pas dans ces événements-là. Puis s'ils ont été satisfaits, tu vas te dire « Ah, OK, mais il faut que je retrouve quelque chose comme ça dans d'autres événements de ma vie. Mm-hmm. Ça te permet de prédire l'environnement, puis si ça va être bon ou pas bon pour toi. Fait qu'au même titre, si tes besoins ont été frustrés ou carrément aliénés dans un événement, quelque chose dans ton cerveau qui te dit « OK, va pas là. » Oui, ben justement, dans ce que je lisais par rapport à ça, dans ton travail, je vais essayer de le vulgariser parce que c'est sûr que c'est des termes un petit peu plus compliqués, mais justement, dans un événement dans lequel nos besoins psychologiques fondamentaux ou de base n'ont pas été remplis ou qui ont été saccagé ou écrasé ou quoi que ce soit, ça laisse une trace. C'est comme je le lisais dans ton travail, il peut y avoir la zone du cerveau qui est l'amygdale, qui est celle-là qui nous protège ou qui nous donne en fait instinctivement le sentiment qu'il y a un danger dans une situation comme celle-ci. Donc des fois, ça peut rester tout simplement subconscient. On peut ne même pas s'en apercevoir puis avoir ces mécanismes-là qui ressortent tout simplement parce que notre subconscient se souvient d'un événement dans lequel ses besoins n'ont pas été rencontrés ou respectés. Oui, tout à fait. Ton cerveau, c'est une machine à prédiction de l'environnement. Mm-hmm. Puis, quand tu dis subconscient, on peut appeler ça subconscient, mais dans le fond, c'est juste que ça veut juste dire ça, que toute l'information que ton cerveau analyse, il ne devient pas à la conscience. Puis si c'était le cas, ça serait complètement absurde. On ne pourrait pas fonctionner. Non, c'est ça. Chaque chose que tu verrais, chaque indice de l'environnement te popperait des souvenirs, des significations, tout ça. Tu serais incapable de réaliser un but, un objectif. On serait incapable de faire ce podcast-là en ce moment. Là, il y aurait beaucoup trop de stimuli. Mais donc, à l'inverse, quand au contraire, nos besoins de base ont été vraiment comblés, puis on s'est senti bien dans cet événement-là, ça toucherait une zone de notre cerveau qui s'appelle le striatum, qui s'adresse à une partie du cerveau qui est la zone dopaminergique de récompense. Donc, c'est quelque chose qui fait en sorte, par exemple, comme l'argent, quand on termine un travail puis qu'on reçoit la somme due pour le travail effectué, ça active la dopamine qui nous fait sentir globalement bien. Dans ce cas-là, ce que je me demande, puis c'est le lien que j'essaie de tricoter jusqu'à ma question, c'est... moi, j'ai des amis ou des personnes dans mon entourage qui, au début de la pandémie, quand c'était... on ne savait pas du tout à quoi on s'attaquait puis quelle ampleur ça allait prendre dans nos vies, cette pandémie-là. Il y a eu de la panique, un petit peu. Et pour ceux qui se sont intéressés aux théories du complot puis qui ont décidé de vraiment faire des recherches là-dessus en croyant fervemment à ces théories-là, j'ai vu une espèce d'engouement presque frénétique à aller regarder des nouvelles vidéos, des nouveaux articles qui vont à l'encontre, que ce soit des médias indépendants ou des chercheurs indépendants, des scientifiques qui ne font plus partie d'un certain ordre, qui décident de donner des nouvelles informations qui semblent aller dans le sens de la conspiration. Mais ce phénomène-là, frénétique, c'est vraiment cette espèce de frénésie-là d'information que je m'attarde, c'est à savoir, dans ce besoin dans ces besoins-là fondamentaux de base que j'identifierais comme étant celui de compétence puis d'affiliation, et non seulement tu es affilié avec un groupe, et plus tu recherches, plus tu trouves finalement des gens qui pensent comme toi, puis des gens en plus qui ont il y en a qui ont des diplômes doctoraux, tu sais, et en plus, tu trouves de l'information
pour répondre de plus en plus à l'information qui est généralisée dans les médias mainstream. Fait qu'à ce moment-là, tu réponds aussi à un besoin de compétences. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans qui est enivrant parce qu'on reçoit la récompense constamment d'avoir effectué une réponse à nos besoins fondamentaux de base? Oui, dans la perspective de quelqu'un qui adhérait à un groupe conspirationniste. Oui, puis qui commence à de plus en plus avoir envie de fouiller, puis envie de chercher, puis qui, tu sais, j'ai vu j'ai des amis qui ont passé des 8-9 heures devant leur ordinateur à seulement poster à toutes les 5 minutes les nouvelles informations qu'ils venaient de trouver. Je trouvais que le phénomène était un petit peu particulier. Tu sais, j'ai jamais vu un engouement comme celui-là sur aucun autre sujet, tu sais. Oui, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, étant donné que pour rester affilié avec le groupe, tu es obligé de développer, on appelle ça un narratif, tu sais, un narratif différent que l'ordre commun. Mais il faut que tu nourrisses ce narratif-là. Il faut qu'il fasse sens quand même dans ta tête. Il peut exister en silo, tu sais, dans ta tête, mais il faut qu'il se maintienne un petit peu. Fait que cette quête-là d'information sert un petit peu à essayer de garder une certaine cohérence puis une certaine utilité aussi à ce narratif-là qui est comme un petit peu déviant là, de la norme, tu sais. Alors oui, donc ton cerveau a besoin de se dire oui, ça tient la route, cette information-là, c'est cohérent. Donc, tu veux éviter comme ça la dissonance cognitive. Mais à un moment donné, on se rend compte que c'est plus tellement... On voit ça, c'est plus tellement important qu'il y ait que tous ces éléments-là fassent sens entre eux. On dirait qu'à un moment donné, c'est plus... S'il y a une grande quantité d'informations qui semblent aller à l'encontre du narratif mainstream, c'est suffisant pour me dire que je devrais continuer à croire à ce narratif-là off, là, tu sais. Tu sais, il y a quelque chose quand même, c'est une observation que je fais, mais c'est quand même intéressant parce que certaines fois... les faits qui sont apportés dans les théories conspirationnistes sont des faits. Puis il y a vraiment des arguments qui sont réels, puis qui sont des données même de l'OMS ou quoi que ce soit. Mais ce qui est particulier, c'est le lien qui se fait entre deux éléments vérifiables ou deux données ou deux statistiques réelles. C'est là dans lequel on modifie le discours pour probablement faire se prévaloir de ce que tu dis, d'avoir une certaine dissonance cognitive entre les faits qu'on reçoit puis le point où est-ce qu'on veut aller dans cette conspiration-là, ou ce qu'on essaie de dire. Fait que c'est de justement modifier ça pour arriver à ce que la réalité qu'on essaie de construire fit avec les faits qu'on reçoit. Tout à fait. T'sais, on peut donner un exemple, mettons un aspect sur lequel je veux pas les appeler les conspirationnistes là, parce que c'est comme de cataloguer des gens dans quelque chose, mais disons, un élément qui était mainstream, qui a été remis en question, c'est la façon dont on comptabilise les morts de la COVID. T'sais, si tu décèdes de n'importe quoi, puis qu'on te fait un test, puis tu as la COVID, tu es catalogué comme un mort COVID. Là, les gens, quand ils ont entendu ça, ils se sont dit, ben voilà, c'est pas des vrais morts. On gonfle les statistiques. Ça n'existe pas. Puis là, bon, tout ce qui s'est... Mais en parallèle à ça, c'est sûr que c'est une mesure qui surestime, puis t'aimes mieux en pandémie, en crise, surestimer que sous-estimer. Oui. Parce que ça te permet d'avoir un meilleur contrôle, de savoir qu'est-ce qui s'en vient. De ne pas être surpris ou d'être pris à dépourvu. Exact. Mais en parallèle à ça, il y a des études aussi qui sortent puis qui montrent c'est quoi la proportion des morts supplémentaires qu'on a eues cette année, toutes causes confondues, comparativement à l'année d'avant ou les 5 années précédentes. On se rend très bien compte assez rapidement qu'il y en a beaucoup plus cette année dans tous les pays, tu sais. Puis là, cette année, l'année dernière, tu sais. Donc, on se rend compte que c'est pas juste que les chiffres ont été gonflés puis que les gens qui étaient morts du cancer avant, on leur a dit que c'était la COVID. Tu sais, donc, il faut que tu mettes ensemble deux faits pour pouvoir l'interpréter. Mais si tu en prends juste un puis tu refuses toutes les autres qui te permettraient de bien l'interpréter, là, tu peux dire n'importe quoi avec n'importe quel fait. C'est autrement dit de faire une certaine vision de tunnel sur un seul fait, puis ensuite créer puis broder tout autour pour arriver à une vérité qui est différente. Ah oui, puis là, tu peux inventer ce que tu veux. Tu peux dire que là, après ça, il y a des médecins qui t'ont dit « Oui, c'est vrai, on fait ça, on invente des morts. » Ou tu sais, là, tu peux en trouver peut-être à quelque part dans le monde un médecin dans un petit pays qui va dire ça. Ben oui, c'est ça. Mais c'est le seul, mais il va peut-être... il va peut-être mais dire ça. Parce que tout ça est spécial parce que aussi, les experts qui sont nommés parfois par des gens qui promouvoient la théorie du complot sont aussi des gens qui ont été mis en marge
dans leur métier. Mais après ça, c'est facile de dire, ben pourquoi vous pensez qu'il a été mis en marge? Pourquoi il a été sorti de l'ordre des médecins, par exemple, cet homme-là? C'est parce qu'il a découvert quelque chose, puis que ceux qui sont à l'intérieur de l'ordre des médecins, eux autres doivent protéger un agenda qui est contrôlé par d'autres personnes. Et là, ça rajoute aussi au mythe, puis ça rajoute aussi à la grandeur ou le côté héroïque de vouloir croire en la théorie conspirationniste. Parce que je reviens à ce qu'on disait un petit peu dans les personnes qui peuvent utiliser des phénomènes compensatoires pour se sentir mieux ou en réaction à des choses qui sont difficiles pour eux de vivre présentement. Mais tu sais, je pense que c'est pas mal pour tout le monde. À travers n'importe quel événement de notre vie, difficile ou heureux, on tente de se définir en tant qu'individu. Individuellement, moi, qui je suis au travers de tout ça, puis ces événements-là, puis ces réactions-là nous donnent une bonne idée puis une image de qui on est. Donc, dans un moment où est-ce que tout le monde est à l'arrêt, puis tout le monde est pris chez eux, puis ils peuvent plus rien faire, puis se sentent impuissants face à ça, de se construire un narratif, comme vous disiez tout à l'heure, dans lequel vous êtes le héros qui vont essayer de se lever contre une force ou une entité qui est plus puissante que nous, ben ça rassure pas juste la personne dans ce qu'il fait, mais par rapport à qui il est lui-même, tu sais. Oui, puis dans le fond, tout ça revient... sans faire d'amalgame, mais pour beaucoup de gens qui s'intéressent à ça provient de cette quête de sens identitaire-là. Puis souvent, cette quête de sens-là est née de ce sentiment-là de marginalisation, d'ostracisme lié à la société. Oui, puis tu parlais de comment, mettons, des fois, on peut même voir un chercheur qui a été mis à l'extérieur de l'ordre, puis là, qui promouvoit ces théories-là. Ben, c'est la même affaire pour lui. C'est ça. C'est ce sentiment-là d'ostracisme qui l'a amené à essayer de pousser les bornes, puis de remettre en question des affaires mainstream dans son domaine, qui a fait en sorte qu'il a été effectivement exclu, puis qu'aujourd'hui, il veut rétablir un peu ce sens d'intégrité-là par des besoins compensatoires, qui ça passe par « vous êtes tous des mauvais, c'est moi qui ai raison, qui détient la vérité ». Puis là, peut naître comme ça des courants plus conspirationnistes qui vont être rattachés à, on l'a vu, comme tel chercheur là, qui dit telle affaire, mais bon, qui n'est plus vraiment un chercheur, qui n'est plus vraiment un professeur, qui était démis de ses fonctions. Mais les gens vont, comme tu dis, ramener ça parce qu'il y a un sens un peu de héros à ça. Oui, mais pourquoi je ramène ce sens-là de héros? Puis pourquoi, en fait, je m'intéresse aux théories conspirationnistes? C'est parce que, en fait, presque n'importe qui peut être appelé à croire à ces choses-là. C'est facile, je veux dire. Il y a encore beaucoup de gens qui se font avoir par n'importe quelle sorte de scam. Un ami, un parent vient nous dire « Hey, vends tel produit, on va faire de l'argent ensemble, puis tu sais, ça marche super bien, puis on peut avoir de l'argent rapidement. » Tu sais, c'est facile d'embarquer dans quoi que ce soit qu'on nous présente quand c'est des gens qui nous aiment, tu sais, puis qu'on aime nous aussi. Fait que, tu sais, je me dis, c'est important de ne pas non plus les mettre de côté comme des mauvaises personnes, puis d'essayer de comprendre de quelle façon ça s'opère, cette envie-là, cet engouement-là, mais ensuite, comment établir un discours cohérent entre une personne qui ne croit pas en la théorie du complot puis un ami qui y croit, puis comment essayer de joindre les deux parties pour qu'on arrive à s'élever ensemble, non seulement arriver à peut-être aider notre ami qui peut vivre autre chose qui n'a pas rapport à la théorie du complot, mais en même temps pour essayer de protéger tout le monde, parce qu'on est dans un moment où est-ce que c'est l'aide de tout le monde qui est sollicitée pour sortir de la COVID, tu sais. Tout à fait. Puis la pire chose à faire avec quelqu'un qui croit à des théories conspirationnistes avec lesquelles on n'est pas d'accord, c'est d'insulter cette personne-là, de traiter de covidio comme on a entendu, ou de d'autres termes péjoratifs comme ça, ou de coucou, ainsi de suite. Je ne nommerai pas toutes, là. Et bien, c'est ça, parce que qu'est-ce que ça fait? Ça augmente ce sentiment-là de marginalisation, de rejet. Alors, c'est complètement l'inverse qu'il faut faire. Il faut le faire comme individu avec nos amis, comme tu dis, mais il faut le faire aussi comme société. Puis on ne doit pas laisser libre cours à des discours non plus qui vont perpétuer l'exclusion de ces gens-là. C'est ça. Alors, il faut développer des plans et individuels et sur le plan collectif pour ramener un peu tout le monde dans cette norme-là, ou ce collectif-là peut-être plutôt, puis on déterminera ensemble ça va être quoi nos normes, tu sais. Mais justement, puis la façon de le faire, c'est pas en excluant, c'est l'inverse. C'est en essayant de rétablir les ponts.
Fait que laissons faire les argumentaires de moi je crois à ci, moi je crois à ça. Au final, on est juste en train de parler d'un sentiment de se sentir exclu ou inclus. Ouais. Fait que focusons sur comment est-ce qu'on peut s'inclure ensemble malgré nos divergences. Puis souvent, le reste va suivre. Dans le fond, c'est comme un symptôme, croire aux théories conspirationnistes. Si tu fais juste agir sur le symptôme, ça fera rien. T'sais. Si ton système d'alarme de feu, il part tout le temps chez vous, tu peux bien enlever la pile dedans, mais il y a encore le feu chez vous. T'sais. Fait qu'il faut que tu éteignes le feu d'abord, puis là, le système d'alarme, il va arrêter de sonner. T'sais. Ouais, puis à la base, quand même, on en a beaucoup parlé des théories conspirationnistes depuis le début de l'émission, mais il faut quand même redonner aux gens qui s'y sont intéressés puis qui ont recherché dans les théories du complot que c'est pas parce que le mot théorie du complot sort que nécessairement c'est une mauvaise chose de s'y intéresser ou de douter de quoi que ce soit, parce que ce serait pas la première fois où est-ce qu'il y a eu un complot, une théorie du complot s'est avérée être finalement un fait. Là, je veux dire, juste Watergate aux États-Unis, à la base, c'était une théorie du complot qui finalement s'est avérée être vraie. Puis il y en a d'autres, il y a d'autres exemples, que ce soit les Panama Papers, il y en a plein. Fait que c'est un réflexe sain tout de même de douter puis de re-questionner ce qu'on entend dans les médias mainstream. Fait qu'il faut quand même aussi avoir un certain recul quand on s'attaque ou on est directement en attaque ou en opposition à une personne qui croit à une théorie conspirationniste. Il faut quand même avoir un petit peu de compréhension, puis je dirais un petit peu d'amour envers tout ça, parce que même si dans des cas comme celui-là, c'est peut-être pas la bonne avenue, c'est quand même pas un mauvais réflexe d'avoir douté puis d'avoir essayé de chercher une vérité alternative. Tout à fait. Puis c'est ça, c'est pas ça qui est central là-dedans, la théorie du complot, tu sais. Puis ça sert à rien d'argumenter quand tu vois que il n'y a pas d'issue à ça, parce que l'important, c'est, comme tu dis, c'est l'amour. L'amour. c'est ça qui est central. C'est mon lien avec l'autre. Puis si tu n'es pas capable de faire un lien avec l'autre sur une croyance par rapport à une théorie de complot ou un aspect de notre société, un événement de notre société, que vous l'expliquez de façon différente, ben focus sur d'autres choses. Peut-être que c'est pas nécessaire de savoir qui va gagner l'argumentaire à la fin. T'sais. Mais encore une fois, je me fais mon propre avocat du diable, mais il y a quelque chose de réactif aussi du côté des gens qui croient que les mesures sanitaires sont bien faites et que la pandémie, elle est ce qu'elle est, comme on dit dans les médias. Il y a quelque chose de très réactif aussi de notre part, parce que c'est émotif de tous les côtés. Puis admettons que tu as une personne, une grand-mère, un grand-père qui est dans un CHSLD, puis que les conditions sont complètement difficiles, alarmantes, puis t'entends qu'une personne autour de toi qui dit moi je veux pas le porter mon masque, je vais aller faire une manifestation dans laquelle je porte pas mon masque. C'est facile d'être réactif, d'être choqué, de vouloir attaquer directement. Mais même si on n'a pas quelqu'un qu'on connaît qui est dans des situations graves par rapport au COVID, il y a aussi de notre côté une envie de se développer un narratif dans lequel nous sommes ceux qui ont réagi. Puis on est aussi les héros maintenant de notre propre histoire. Il y a aussi ça, ce côté de notre ego qui veut ressortir parfois, duquel on devrait se méfier. Oui, tout à fait, parce que du moment que tu veux gagner quelque chose par rapport à quelqu'un, tu fais déjà fausse route, parce que si ton sentiment de compétence, justement, doit se faire au détriment de quelqu'un d'autre, c'est déjà un aspect compensatoire. Tu devrais pouvoir retirer ce sentiment-là de compétence de par les choses que tu fais par toi-même, sans avoir besoin d'un autre pour voir qu'un autre a été moins bon que toi dans une comparaison, moins réussi que toi, ou tu devrais pouvoir retirer ça juste de par les choses que tu as fait, d'être fier d'avoir relevé les défis que tu as relevés, d'avoir réalisé telle activité, telle tâche, plutôt que de toujours en comparaison avec un autre, de j'ai gagné l'argument de je suis meilleur. Parce que somme toute, on est dans le même bateau, puis on n'est pas l'un contre l'autre, on est l'un pour l'autre, en fait. C'est comme ça qu'on devrait le voir. Exact. Puis justement, si tu focuses sur juste gagner un argumentaire, ben, tu nuis à ce moment-là à ton besoin d'affiliation. Oui. Alors, c'est là que quand les besoins s'opposent, il y a un problème. On peut le voir comme ça. Puis on avait déjà parlé avant cette entrevue-là, toi et moi, au niveau du... Tu sais, que la population, la collectivité, a eu comme une foi inébranlable en la science pendant une certaine époque. Puis peut-être que là, on est en train de
à raison, à juste titre, de re-questionner ces choses-là. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Oui, bien, tu sais, on a commencé, mettons, on reste juste au Québec, on a commencé parce que la religion prenait beaucoup de place. Et puis là, si le prêtre il disait que tu devrais avoir un 9e enfant, ben ça se faudrait là, que tu te mettes à l'ouvrage. C'est ça. Puis tu remettais pas vraiment ça en question, puis tranquillement, on le fait, puis on le fait de façon assez intense à un moment donné, où est-ce qu'on a tout jeté à travers les fenêtres comme bien comme faut, tu sais. Puis, mais c'est un peu la même chose avec les médecins. C'est un peu ça qui a pris la place, la science, puis avec raison, parce qu'il y avait quelque chose d'objectif. Là, je pense qu'on était en soif de quelque chose d'objectif après notre passage dans la religion. Et là, il y avait des réponses un peu plus concrètes aussi à des questions. Puis on guérissait aussi des maladies importantes avant les enfants mouraient de beaucoup de maladies. Puis là, avec l'arrivée de la médecine plus moderne, on a sauvé beaucoup de vies. Alors, il y a eu comme un aura rattaché à la science, à la médecine, qui était presque celle qu'on attribuait à Dieu préalablement. Puis là, on en arrive aujourd'hui, est-ce qu'on se rend compte, cette science-là, c'est pas si extraordinaire que ça. Puis c'est normal, parce que c'est une science, puis c'est ça, une science, tu sais. Puis il y a des erreurs, il y a des lacunes, des fois on se trompe, il faut retourner en arrière, des fois on sait pas, des fois on peut pas prédire exactement comme nos modèles nous le disent, puis la réalité est plus complexe que ça. C'est ça la vraie science, c'est pas de détenir la vérité. Donc, sauf que là, on dirait qu'on l'apprend à travers la société, c'est quoi les nuances de la science. C'est plus juste une vérité ou un fait absolu. Donc, on dirait qu'on apprend ça, puis étant donné que ces nuances-là, il y a des gens qui critiquent ces nuances-là. Ah, tel article, là, dans telle revue, il était, finalement, là, la revue a dit que c'était pas bon, cet article-là. Donc, toute la revue, tout ce qu'elle sort, c'est pas bon. C'est ça, c'est ça. On associe Science, directement. là, dans le fond, là, c'est arrangé, puis ils sortent bien qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, là, on tombe dans ces nuances-là, mais c'est compliqué à expliquer à une population comment on fait de la science, tu sais. Ouais. Alors là, on est dans cette phase de transition-là où est-ce qu'on essaye un peu de faire comme avec la religion, de tout jeter, finalement, parce qu'il y a quelques erreurs. T'sais. Alors, évidemment, on ne se rendra pas là, mais il va falloir mieux expliquer dans la population comment on fait de la science, c'est quoi une étude, c'est quoi de la méthodologie, pourquoi est-ce qu'on peut se tromper, pourquoi est-ce que des fois, ça ne donne pas exactement ce qu'on avait prévu. Et de quoi aussi se protéger, parce que le doute est une très bonne chose. Il faut apprendre à bien douter de façon critique, puis re-questionner de façon critique, pas de façon émotive, mais on apprend graduellement dans les dernières décennies que la science peut être utilisée de plein de façons. Je veux dire, tu as des produits qui veulent être vendus, puis ils vont acheter les services de scientifiques pour que l'étude dont ils fassent, qu'ils fassent preuve, en fait, de bienfaits que le produit essaie de vendre ou essaie de prouver qu'il n'a pas les contre-coups ou les effets secondaires que le produit a. On découvre ça présentement, que ce soit même avec le gambling aux États-Unis, ceux qui essaient de montrer les études comme quoi c'est addictif ou quoi que ce soit sont aussi financés par l'industrie du gambling. Fait qu'à ce moment-là, quelle étude est vraiment portée sur les dangers les plus criants dans le monde du gambling, c'est à se questionner, puis c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les études. C'est quoi les billets derrière les études? Puis ça, c'est une bonne chose de questionner tout ça, mais on a de la misère à faire les choses avec parcimonie, surtout quand c'est un mouvement collectif. C'est comme... plus on est un gros mouvement, plus on risque de dépasser. Comme une voiture, une petite Smart freine vraiment plus rapidement qu'un 18 roues chargé. Ça dépasse toujours un petit peu plus. Mais fait qu'on serait peut-être en ce moment dans cette époque-là où est-ce qu'on questionne tout sur la science sans essayer de regarder les bienfaits ou regarder de façon critique. On est un petit peu émotif et réactionnaire face à la science, puis c'est peut-être ça qui nous met dans l'embarras dans lequel on est là présentement. Ben oui, toujours. Puis il faut comprendre... Je pense que le point le plus important, peut-être à expliquer aux gens, c'est, on fait pas une seule étude, puis on part avec ça, puis c'est une vérité. Donc, oui, il y a des compagnies pharmaceutiques ou des compagnies, là, des fois avec des intérêts, qui vont faire des études. Mais c'est correct, tu sais. Puis il faut qu'ils déclarent toujours leur conflit d'intérêts dans les articles, c'est obligatoire. Mais il y a d'autres études aussi qui vont être faites sur les mêmes enjeux. Puis c'est sur l'ensemble de toutes ces études-là qu'on prend des décisions de santé publique, tu sais.
Ah oui, c'est vrai que c'est important que le public soit au courant de quel est le processus pour mettre sur le marché un médicament ou un remède quelconque. On pense à l'oxychloroquine qui a fait couler beaucoup d'encre au printemps dernier. Je me rappelle d'une des premières choses qu'on m'a dit par des amis qui s'intéressaient à la théorie du complot, c'est ils l'ont déjà, le vaccin, ils ont déjà le remède contre la COVID-19, c'est l'oxychloroquine, mais tout de suite quand c'est sorti, ils l'ont banni. En France, ils ont banni l'oxychloroquine. C'est pas la réalité, c'est une façon de modifier ce qui s'est réellement passé. Il y a eu des tests qui ont été faits à savoir ce que l'oxychloroquine réellement donne des tests probants. Puis à un moment donné, c'était pas vraiment concluant. Dans certains cas, ça fonctionnait, dans d'autres, ça fonctionnait pas. Puis c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre de donner une grande quantité, une grande masse à la légère comme ça sous le coup de la panique, parce qu'on connaît pas les contre-coups encore de tout ça. T'sais. Exactement. Donc, il y a eu une étude qui semblait démontrer qu'il y avait des effets, mais avec un petit échantillon. Donc, peu de gens, ça veut dire. Puis, on s'est rendu compte après qu'on a fait d'autres. Comme tu dis, que ça ne marche pas. Fait que, étant donné qu'il y a des conséquences graves qui peuvent être associées à la prise de ce médicament-là, bien, on l'a banni dans ce sens-là, dans le sens qu'on a dit aux médecins, non, vous ne pouvez pas prescrire ça là, contre la COVID. Il n'y a aucune preuve scientifique là, pour Exactement. ça. Bien, ça ne veut pas dire que il n'y a pas des tests qui se continuent avec ça pour s'assurer que c'est pas le cas. Puis à un moment donné, bien, on a pris toutes les études qui avaient été faites. On s'est rendu compte qu'effectivement, c'était pas du tout utile contre la COVID. Mais si tu focuses juste sur la première étude qui est sortie, qui était boiteuse, puis là, tu fais fi de toutes les autres, encore une fois, se méfier de la vision tunnel qu'on peut avoir sur des choses ou de la vision tunnel qu'on essaie de nous présenter. T'sais, quand on essaie de focaliser sur un élément en particulier en excluant l'image générale, mais c'est là qu'on peut facilement être entourloupé, mettons. Tout à fait, ben oui, c'est ça. Alors, si tu comprends comment la science se fait, tu comprends que tu ne devrais pas juste regarder une étude, tu sais, parce que ça... Puis si c'est ton seul argument, ben il y a un problème, tu sais. Avec ça, c'est pas une approche scientifique que de faire ça. Donc, si tu fais ça, ben t'as pas d'approche, c'est pas une preuve scientifique que de faire ça. Mais c'est que c'est difficile aussi de garder son attention longtemps sur quelque chose. Tu sais, je veux dire, même... T'sais, moi-même aussi, une des raisons pour laquelle j'ai décidé à un moment donné de prendre un break, puis je dis j'ai plus envie de tomber dans des grands débats au niveau de la COVID-19, c'est que, bon, moi aussi, ça va tomber à un moment donné du domaine de la croyance. J'ai décidé de croire en la science, puis en ce que les grandes institutions qui ont passé beaucoup d'heures et beaucoup d'études avec un énorme déploiement de professionnels nous disent et nous donnent. Et je fais confiance à ça parce qu'à quelque part, j'ai pas lu tous les rapports, j'ai pas regardé 1000 études et je peux pas sortir tous les chiffres, tu sais, présentement. Donc, il y a quand même quelque chose qui reste du domaine de la croyance parce qu'on a de la misère à aller regarder 3 sources différentes pour essayer de prouver un seul point, tu sais. Tout à fait. Puis, tu sais, quand il y a un plombier qui vient chez vous aussi puis qui dit qu'il faut remplacer ta ligne de drain, mais tu vas le croire parce que c'est ça, t'as pas les connaissances là-dedans. Alors, il y a plein de domaines dans lesquels on n'a pas les connaissances, puis on va juste embarquer. Puis, bon, à tort ou à raison, tu sais, est-ce qu'on devrait aussi connaître la plomberie, puis l'électricité, puis toutes les choses, puis la science, puis... À un moment donné, c'est impossible de tout connaître. Fait que tu fais des choix dans ta vie, des domaines qui t'intéressent. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu remets en question une approche, ben là, t'es mieux d'avoir des informations. Elle est là, la nuance. Puis c'est là où ça tombe dans des croyances, quand t'as juste une partie des informations, puis tu te bases là-dessus pour prendre des décisions. T'sais, alors là, ça serait un peu le parallèle de ça, ça serait que ton plombier te dit qu'il faut changer ta ligne de drain, mais toi, parce que, je sais pas, t'as vu une émission de Renault à un moment donné à TV où est-ce qu'il disait non, pas besoin. C'est ça. Ben là, tu vas dire au plombier non, pas besoin. Autrement dit, c'est vrai que bon, ça peut être laborieux d'essayer de s'informer sur tous les sujets. Puis à chaque fois qu'on a une position, c'est pas parce qu'on a une position, une opinion sur quelque chose qu'il faut absolument avoir contre-vérifié 4 fois. Mais c'est sûr que quand on a un expert qui dit quelque chose sur un sujet donné, puis qu'on veut aller à l'encontre de ça, c'est là que c'est le moment de faire un petit peu plus ses devoirs si on veut décider de prendre des décisions à l'encontre d'une expertise. Ben oui, c'est ça, tout à fait. Puis parce que sinon, ça devient une croyance. C'est ça. Au même titre, là, on revient dans la religion. Oui. Ça devient une croyance au même titre que ça. Puis c'est correct, les gens ont le droit d'avoir des croyances, mais là,
ça devient problématique quand tu influences des mesures socio-sanitaires dans une société, que tes agissements, ils peuvent faire en sorte que des personnes vont être infectées, vont peut-être être hospitalisées, mourir. C'est plus la même chose que de croire ou pas à certaines choses dans ta vie personnelle. C'est ça. C'est là où est-ce qu'il ne faut pas que ça demeure du domaine de la croyance. Mais il y a quand même quelque chose, parce qu'on parlait de collectivité, puis ce qu'on fait, puis ce qu'on croit en société, mais avec la perte du divin, comme on parlait, du moment où est-ce qu'on a décidé de rejeter la religion, la laïcisation, partout, il y a quand même une perte du divin qui fait en sorte qu'on recherche peut-être quelque chose pour remplacer ce trou-là, ce vide-là qui a été laissé. Tu sais, je veux dire, quand je parle du divin, peu importe sa spiritualité ou sa religion, son institution choisie, le divin est souvent l'ange et le démon. Tu sais, il est souvent autant le Dieu que le démon. Tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut remercier, tout ce qu'on est reconnaissant, et tout ce qui nous fait de la peine, tout ce qu'on déteste, tout ce qu'on n'arrive pas à saisir, de savoir d'où est-ce que ça vient. On avait un catalyseur pour ça. Puis c'est facile de se dire, il y a une raison qui nous dépasse. Tu sais, il y a un dessein plus grand que nous qui fait en sorte que ces choses-là arrivent, puis je suis peut-être juste pas fait pour le comprendre. Tu sais, c'était rassurant un petit peu ça, des fois, de se dire ça. Mais maintenant, aujourd'hui, est-ce que c'est pas quelque chose qui nous séduit davantage dans les théories de conspiration quand on pense à un premier ordre mondial, par exemple? C'est lui qui gère les ressources à l'alimentation, c'est lui qui gère comment les diplomaties se règlent réellement, c'est lui qui gère énormément des problèmes et des solutions qu'on vit présentement. C'est plus facile de jeter un peu notre dévolu là-dessus, non? Ouais, ben, si tu crois à ce moment-là, un gouvernement comme ça, mondial, puis que ça s'en vient, puis tout ça, tu reprends, c'est une façon de reprendre contrôle un peu sur ta vie là, que de faire ça. Donc, justement, tu jettes ton dévolu, comme tu dis, sur un aspect bien concret, puis un joueur là, à attaquer, là, un méchant, là, un bouc émissaire finalement, où est-ce que tous les problèmes de la Terre sont liés à ça. La spiritualité, c'est un peu différent, mais c'est relié à ça. Où la spiritualité, tu vas avoir... c'est une grande force, la spiritualité, puis ça peut t'amener à faire plein de choses, juste par pure croyance. Puis comme on a vu, cette croyance-là n'est pas obligée d'être basée sur plein de faits programmatiques comme un ordinateur pourrait le faire. On peut te raconter 2-3 affaires, puis ça fait un peu de sens ensemble. Tu pourrais te mettre à croire à ça, puis avoir une grande, grande force. Puis, comme tu dis, ça peut aller autant vers de l'entraide, de la solidarité, cette force-là, que de la guerre, tu sais, avec un autre. Alors, c'est là où est-ce que... quand on attaque quelque chose, un gouvernement mondial, on est plus dans l'espèce de guerre un peu inventée, où est-ce qu'on cherche à orienter un peu cette énergie-là, cette force-là, vers un bouc émissaire extérieur. Mais il y a une force qui est positive à cette spiritualité-là qui peut t'amener à faire un paquet... Dans le fond, c'est une grande motivation, on pourrait dire. Mais tu peux l'orienter dans plein de façons. Mais c'est parce que c'est ça aussi, je dis ça parce que, tu sais, dans cette idée où est-ce qu'il y aurait un gouvernement qui contrôlerait ou qui aurait fait la situation dans laquelle on est présentement, dans cette croyance-là, il y a aussi quelque chose de bon du fait que ça a amené beaucoup de gens vers un engagement social. C'est à prendre à cœur des problèmes sociaux qui nous touchent tous. Puis c'est un engagement qu'on n'avait pas vu, par exemple, chez certains proches qui ont décidé de s'engager directement dans des actions qui viennent de la rhétorique conspirationniste. Tu sais, il y a quelque chose quand même que je trouvais de spécial. J'avais jamais vu ces personnes-là s'intéresser à la politique ou s'intéresser au sens collectif. Et là, soudainement, on me parle ou on me dit qu'il y a un ordre mondial qui a créé la situation dans laquelle on est, puis qui veulent nous brimer, puis qui veulent couper nos libertés. Et là, ils sont prêts à s'engager à créer des groupes citoyens. Tu sais, je veux dire, même si la cible n'est peut-être pas la bonne selon ce que je crois, il y a quand même quelque chose de super... encourageant dans cette motivation-là dont tu parles, tu sais?
Ben, c'est le parallèle que je fais. C'est pas nécessairement la même motivation que je parle, mais je veux dire, comme je faisais les liens avec le divin directement, puis que la spiritualité est un moteur de motivation pour plein de choses, puis ben, je me disais, ce lien-là que je faisais entre le divin et une force obscure quelconque qui nous contrôle, même dans ces croyances-là, il en ressortait du bon, du fait qu'il y a une motivation à s'engager puis à faire quelque chose pour le bien collectif. Oui, si tu vois ça comme attaquer, mettons, le grand reset ou comme une motivation. Mais faut faire attention, par exemple, là où est-ce que, dans le fond, cette motivation-là, tout à coup, souvent, ça peut aussi plus être compris comme une espèce de forme de régulation émotionnelle. Où est-ce que des gens qui avaient déjà des vulnérabilités avant la pandémie, pré-pandémie, bien là, ça vient être exacerbé par la pandémie actuelle, puis l'anxiété générée par ça, puis le sentiment de non-contrôle, puis de perte de repères avec les mesures socio-sanitaires. Bien là, à un moment donné, il faut que tu gères ça. Puis, étant donné ces pré-vulnérabilités-là, ça vient à créer vraiment une grande angoisse chez ces gens-là, pardon. Puis là, tu vas voir des fois des formes de régulation émotionnelle ou des défenses se mettre en place qui vont être plus de cet ordre-là, puis des fois un petit peu paranoïaques. Des fois un petit peu bouc émissaire méchant, donc il y a comme une projection de tout ce mauvais-là dans un autre, puis c'est plus facile à gérer sur le plan du cerveau à ce moment-là, parce que toute l'angoisse dans le fond, c'est lui ou c'est elle ou c'est eux qui portent ça, puis c'est eux qu'il faut que j'attaque. Ouais. Alors, souvent, on va voir ça plus à ces moments-là. Fait que puis c'est sûr que pour faire le lien avec la spiritualité, des fois, ça peut se surajouter à l'énergie que tu vas avoir pour attaquer cet autre-là, mais ça demeure quand même au fin fond plus un enjeu de régulation émotionnelle puis un trop-plein que la personne vit. Ouais. Puis souvent, ces gens-là, même, ils vont dire « Non, je vis très bien avec ça. » Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a justement cette projection-là extérieure de tous ces sentiments-là d'angoisse qui les empêche réellement de la vivre consciemment, cette angoisse-là. Donc, oui, ils se sentent pas bien, là, mais il y a surtout un désir de se dire « Non, c'est pas vrai que je ne me sens pas bien. » Ouais. Et en projetant ça sur un autre extérieur, ça permet de conserver ce sentiment-là de moi, je vais bien, c'est les autres qui vont pas bien. Et si on sort de la pandémie, puis de la COVID et tout ça, puis qu'il n'y a plus lieu d'exister les théories conspirationnistes parce que, bon, on reprend un train de vie normal, est-ce qu'il y a des recommandations que tu nous donnerais à suivre ou des instructions à suivre pour les personnes autour de nous qui ont décidé de suivre cette rhétorique-là ou de suivre des théories du complot qui maintenant doivent dealer avec le quotidien qui revient à la normale? Bien, comme on disait tantôt, tu sais, c'est souvent, pas toujours, là, il n'y a jamais rien de pareil en psychologie, c'est trop compliqué, mais souvent, c'est ce sentiment-là d'exclusion sociale, de ne pas faire partie de la norme qui vient nourrir un peu ça. Puis cette angoisse-là, créée par la pandémie ou une situation auquel qui nous fait déborder un petit peu émotionnellement. Tu sais. Alors, c'est plutôt de s'attarder à ces éléments-là. Qu'est-ce que tu es capable de faire pour aider la personne à se sentir acceptée comme elle est? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour aider la personne à peut-être diminuer son angoisse? Tu sais? Parce que les effets de la pandémie, on va les subir encore longtemps. Les ressentir longtemps, ouais. Puis on le voit, là, tu sais, ceux qui ont eu le plus de difficultés en pandémie, c'est les gens qui étaient plus vulnérables avant. Donc, c'est les gens déjà qui avaient des difficultés d'anxiété, de dépression, qui ont le plus augmenté en anxiété puis en dépression durant la pandémie. Tu sais. Fait que c'est surtout à ça qu'il va falloir s'attarder, je pense, après la pandémie, puis à essayer de recréer des ponts, recréer des liens à travers tout ça, parce que je pense qu'il faut sortir comme du premier degré un peu, puis voir que tout ça, c'est peut-être aussi en bonne partie juste une forme de gestion émotionnelle. Une forme d'expression aussi. Oui, tout à fait, de ce qui s'est passé, puis ça va se diminuer un petit peu. Puis il va toujours avoir des théories conspirationnistes, mais je pense qu'il n'y en a jamais eu autant. La pandémie, c'est pas pour rien. Tu sais. Ben non. C'est pas pour rien. Alors oui, je pense qu'il va falloir s'attarder à recréer ces ponts-là, recréer une cohésion sociale
Autrement dit, toutes ces, au sortir de la pandémie, essayer de faire attention à résister à l'envie des « Ah, je te l'avais dit, wow, j'avais raison », c'est pas quelque chose qui va aider personne. Puis je pense que, comme vous l'aviez bien présenté, ça témoigne de plein d'anxiété, puis ça témoigne de plein de troubles qui sont personnels à chaque individu. Puis je pense que quand tout ça va se déposer, qu'il va falloir être beaucoup plus à l'écoute que d'essayer d'être dans l'accusation quelconque, là. Ben oui, c'est ça, tout à fait. Alors, c'est de surtout focusser sur ça parce que il faut pas que la pandémie en ce moment, puis tout ce tiraillage-là un peu social, ces fossés-là qu'on a créés entre nous, deviennent finalement un déterminant de quelque chose de pire, t'sais? Parce que ça pourrait, parce que, comme on disait, ces rejets-là sociaux engendrent le fait de se marginaliser encore davantage. Alors, il ne faudrait surtout pas poursuivre sur la même lancée puis créer des fossés encore plus grands après la pandémie. Il faut vraiment faire l'inverse, là, puis recréer des ponts, malgré nos divergences. Oui, c'est ça. Mais tu sais, aussi à dire que c'est pas nécessairement, tu sais, on a parlé beaucoup en termes de pôle en ce moment, tu sais, en opposition, mais il y a beaucoup de gens entre les deux aussi, tu sais, il y a des gens autant qui suivent les restrictions puis les mesures sanitaires mises, qui se posent des questions, qui sont pas trop sûrs à savoir, bon, y a-t-il quelqu'un qui a un agenda derrière ça qui essaie d'en tirer profit, tu sais, pourquoi là 1% s'est enrichi de 83% de leurs finances pendant que tout le monde est petits restaurateurs, le commun des mortels s'est endetté, puis on a vécu une mini-récession économique de notre côté. Tu sais, il y a tout ça aussi entre les deux. Je tiens juste à le préciser pour ceux qui nous écoutent que aussi c'est dans les gens qui ont écouté ou qui ont recherché dans les théories du complot, il y a aussi énormément de personnes mitigées qui cherchent tout simplement à essayer de voir clair dans tout ça parce que c'est pas facile. On est bombardé d'informations quand même de toutes parts, là, puis chaque information vient avec un certain bagage de préjugés. Si tu écoutes les médias mainstream, il y a le mot mainstream tout d'un coup qui sort. Puis c'est, on le sait, toi, t'es pas capable de regarder différentes, des choses qui sortent des sentiers battus, tu te reposes pas les questions de l'autre côté. C'est toi, tu écoutes juste du monde indépendant, des gens qui n'ont pas de diplôme, des gens qui sont en marche. On était bombardé complètement d'informations, mais là-dedans, il y a beaucoup de personnes que ça va être dur de démêler, finalement, dans tout ça, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est compliqué, c'est toute qu'une mécanique, la gestion de la crise pendant la pandémie. Ben oui, écoute, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, puis bien sûr qu'il va y avoir des conséquences à cette pandémie-là. Ouais. Ben là, du moment qu'on commence à dire « Ah, les conséquences étaient prévues par un gouvernement », c'est là qu'on tombe dans d'autres choses. Mais oui, il y a des conséquences, oui, il faut les reconnaître, puis oui, il faut faire quelque chose pour les réparer, puis s'assurer de tomber plus dans une justice sociale, tout à fait. Mm-hmm. Fait que là, à ce moment-là, il va falloir réparer puis reconstruire des affaires, tout à fait. Mais je pense que on répare pas toujours de la bonne façon quand on accuse des gouvernements de certaines choses. Je pense que c'est plus de... Mettons en place, puis assurons-nous que nos gouvernements mettent en place les bonnes mesures pour recréer cette justice sociale-là, parce que déjà, elle n'était pas forte avant la pandémie. Non, c'est ça. Disons que ça a été vraiment encore plus mis à distance, là. Pendant, puis ça va l'être après. Puis justement, le système étatique a été éventré, puis exposé là, complètement sous nos yeux, puis on en a vu les rouages qui sont brisés, les rouages qui tournent pas comme ils devraient tourner, comme on croyait que ça fonctionnait. Ça a exposé quand même énormément de choses là-dedans. Fait qu'il y a probablement aussi quelque chose qu'on peut saisir là-dedans, une opportunité autant citoyenne que de nos élus, de regarder comme il faut, à savoir, bon, dans ce qui nous a été exposé, puis ce qu'on a vu en pratique, malheureusement, des fois trop tard, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce système-là, puis de ne pas oublier rapidement, puis décider de vouloir simplement reprendre notre vie le plus rapidement possible comme elle était, puis se réendormir dans cet état-là où est-ce que, bon, mais ça a été une pause de 2 ans un peu spéciale, maintenant on recontinue, il va falloir vraiment adresser ces choses-là qu'on a vues. Oui, tout à fait. Puis souvent, dans une crise, on le voit,
Il y a des promesses là, au début qui sont faites, puis finalement, il n'y a rien qui change. Oui, puis souvent, c'est qu'on s'en rend pas compte qu'ils n'ont pas été remplis, ces promesses-là, parce qu'on pense à d'autres choses maintenant. Exactement. Puis là, on va avoir tendance à passer à d'autres choses parce qu'on va retrouver nos activités, en tout cas pour la plupart, et il va y avoir un sentiment d'excitation relié à ça. Ah, oui, le danger, c'est qu'on oublie qu'est-ce qui s'est passé dans les CHSLD, parce que ça nous concerne plus ou moins. On risque de revenir à ces états-là d'avant, puis d'oublier, effectivement. Et d'oublier, en tout cas, d'insister pour qu'il y ait des mesures qui soient prises. Ouais. Alors ça, je trouve que c'est beaucoup plus quelque chose sur lequel on devrait se pencher en après-pandémie, puis même dès maintenant. Puis pour s'assurer justement de ne pas oublier ce passé-là. Justement, dans tout ce qu'on a vu présentement dans la pandémie, tout ce que ça a exposé, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier là-dedans que toi, Frédéric, Philippe, tu souhaiterais voir dans l'après-pandémie? Je pense que ça a exposé, comme tu disais, beaucoup de choses dans la pandémie, puis sur le plan social, puis sur le plan individuel, sur le plan psychologique. Et ça va avoir eu des conséquences. C'est un peu comme après un ouragan, tu sais. Là, tu constates les dégâts des fois après. Hein. Tu vas regarder si ta maison est correcte, celle du voisin, de ton quartier, de ta communauté, tu sais. Puis là, c'est là où est-ce que tu calcules un peu les coûts là, que ça va avoir engendré, puis tu mets en place un plan pour réparer, tu sais. Mais j'espère juste que, justement, on va pas botcher cette réparation-là, tu sais. Puis qu'on va s'assurer de mieux réparer, en plus solide, tu sais, pour la suite des choses, plutôt que de juste raccommoder avec du duct tape, là, quelque chose qui serait parti au vent, là, puis qui des risque de solutions rapides pour des gouvernements qui ont des mandats assez courts, tu sais. Qu'est-ce qu'on est habitué d'avoir? Exactement, le duct tape est sorti souvent. Ouais, dans ce cas-là, je me pose aussi moi-même la question. Moi, Alex Godbout, qu'est-ce que je voudrais qu'il ressorte de notre expérience de la pandémie? Moi, de mon côté, ce que j'ai observé, moi, je viens de l'Abitibi, donc je suis un petit gars de région, moi aussi. Et j'ai remarqué que les besoins en soins psychologiques, que ce soit thérapie, consultation ou crise psychologique ou pathologie, j'ai remarqué que les besoins sont criants. Puis, on a souvent tendance à dire qu'on va voir des professionnels seulement au moment où est-ce qu'on est en crise, mais de la même façon qu'on gère la pandémie ou qu'on devrait se préparer à gérer la prochaine urgence nationale ou internationale, il faut s'y préparer d'avance. Puis les endroits où ce que ça fait mal, puis les endroits où ce qu'il y a des alarmes, ben, il faut être capable d'aller consulter d'avance, mais présentement, j'ai l'impression que les structures sont pas assez bien établies. Puis en région, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils sont pas capables d'avoir le rendez-vous, qu'ils sont pas capables d'avoir de professionnels à qui parler, et ils sont perdus là-dedans. Puis malheureusement, au printemps dernier, je parle simplement dans mon coin, je ne pourrais pas parler de statistiques à l'échelle nationale, mais j'ai eu beaucoup de personnes dans mon environnement qui ont eu des proches qui se sont enlevés la vie. Il y a eu beaucoup de besoins criants en santé mentale. Puis j'espère qu'on va arriver à voir que ce manque-là est primordial, qu'on doit absolument le combler, puis qu'il va y avoir plus de structures développées pour les gens en région comme dans les grandes villes. Alex, c'est un des plus gros problèmes qu'on a, surtout au Québec. Il n'y a pas de travailleurs en santé mentale suffisamment disponibles dans le milieu public. Si tu veux aller en privé, ça coûte très cher, beaucoup trop cher pour la majorité des gens. Puis le système de la santé publique pour la santé mentale est complètement dépassé. C'est organisé par des gestionnaires qui n'ont pas de compétences en santé mentale. On limite le nombre de séances que nos psychologues, nos travailleurs sociaux dans le milieu public devraient suivre les différents patients, les différents clients. Un nombre excessivement faible parce qu'on dit « Ah, il y a trop une grosse liste d'attente, fait qu'il faut que ça aille plus vite. » Mais ce faisant, on guérit personne. Alors, tout le monde revient et augmente encore plus la liste d'attente. Exactement. Alors, ça, c'est un des problèmes énormes qu'on va avoir à gérer et j'espère qu'on va s'y attarder après la pandémie ou sinon dès maintenant. Oui, moi aussi.
On arrive déjà au terme de notre émission, alors je tiens à remercier les concepteurs du podcast Vérité ou Pandémie, Vincent Gosselin-Boucher et Brigitte Voisard. Un gros merci également à notre invité d'aujourd'hui, le docteur Frédéric Philippe, professeur de psychologie et directeur du laboratoire de recherche sur les émotions et les représentations à l'UQAM. Merci encore beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité pour être votre hôte d'aujourd'hui et à bientôt. Vérité ou Pandémie est soutenu par les Fonds de recherche du Québec, l'Association facultaire étudiante des sciences humaines de l'Université du Québec à Montréal et le Centre de médecine comportementale de Montréal. Dès le 21 juin, devenez le héros de la pandémie à travers le jeu Vérité ou Pandémie, où vos comportements changent l'histoire. Rendez-vous sur véritéoupandémie.com pour vous inscrire. Vous y trouverez aussi tous nos podcasts, les liens pour suivre les projets de nos collaborateurs ainsi qu'une foule de contenus et de ressources de vulgarisation scientifique en lien avec la COVID-19.